Donc je reviens là-dessus. Donc mon idée, c'est de vous donner des connaissances pour que vous allez rassembler vous-même et pour comprendre en fait quel est le problème du vote électronique. Alors, voici à peu près le plan. Donc c'est un problème pluridisciplinaire, ce qui explique qu'il est mal compris, puisque chacun dans sa discipline n'arrive pas à le comprendre. Je vous donnerai quelques exemples d'usage, les concepts qu'il est très important de bien comprendre, et ce sont ces concepts qui, mis ensemble, font une impossibilité. Une petite typologie, parce qu'il y a plein de sortes de systèmes de vote électronique, et puis la grosse partie, ça va être en fait qu'est-ce qui se passe quand on passe du vote papier au vote électronique. Et puis ensuite, on va redescendre vers d'autres détails, c'est-à-dire, le bulletin de vote, donc, puisque la dématérialisation pose des problèmes, on s'est dit on va rematérialiser, donc c'est finalement les recherches qui se développent en ce moment, les futurs systèmes de vote électronique. Et puis ensuite quelques textes qui tordent les concepts, c'est pour ça que j'ai appelé ça opacifier la transparence, et quelques observations, si on a le temps d'arriver là, ce sera pas mal. Alors, pluridisciplinarité. D'abord, les élections, c'est l'affaire des sciences politiques. Les sciences politiques, alors je ne suis pas politiste, je suis informaticienne, ingénieure en informatique, donc très ignorante, mais j'ai fini par apprendre un peu ces choses-là. Donc les sciences politiques s'intéressent entre autres aux formes du pouvoir, et une des formes du pouvoir, c'est d'élire des représentants par les élections. Et ce que nous apprennent les sciences politiques, c'est que les élections, c'est un moyen de prendre une décision qui n'est pas consensuelle, sans se taper dessus. Imaginez si on devait choisir le prochain président de la République à la discute, on ne s'en sort jamais, quoi. Alors que quand on fait des élections, en une journée, c'est plié. Il y a une campagne, ou en quelques semaines, si vous voulez. Il y a une campagne, et puis à la fin, c'est plié. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut voir ça comme un dispositif de maintien de la paix, au sens où les gens qui ont perdu l'élection, leur candidat a perdu l'élection, eh bien, ils acceptent la défaite. Une élection ratée, c'est une élection où les gens se battent dans la rue. C'est une élection où il y a des désordres publics. C'est-à-dire, il y a des soupçons de fraude, etc., des soupçons de triche, les gens n'acceptent pas la défaite. Donc une élection réussie, c'est une élection où tout le monde accepte le résultat de l'élection. Donc pour que les gens acceptent le résultat des élections, il faut qu'ils aient des indices comme quoi ils peuvent avoir confiance dans la décision qui a été prise, dans le résultat électoral qui a été pris. Il faut qu'ils adhèrent au processus, il faut qu'ils aient profondément conscience et confiance dans le fait que la personne qui a été désignée comme gagnante est effectivement celle qui a eu le plus de résultats, le plus de suffrages. Et dans les pays où il y a des soupçons de fraude, il y a des émeutes dans la rue. Donc, ensuite, on a une deuxième composante qui est le droit. Alors, quand il y a des élections, des fois il y a des fraudes. Des fois, il y a des gens qui rentrent avec des armes dans des bureaux de vote. Des fois, il y a des gens qui forcent les autres, qui ne passent pas par l'isoloir. Je veux être sûr que tu vas voter pour machin ou machin. Donc, dans ces cas-là, c'est le droit qui va agir, c'est-à-dire il va y avoir un contentieux électoral, une contestation du résultat électoral. Et donc, le droit agit. Il va y avoir des preuves, des témoignages. On va aller voir monsieur le juge, on va dire monsieur le juge, j'ai vu, dans tel bureau de vote, c'est passé ceci, cela, etc. Alors le juge, généralement, il peut annuler l'élection ou bien annuler quelques bureaux de vote. En général, le juge, il évite, parce que ça coûte cher d'organiser des élections. Alors il ne va pas annuler l'élection s'il y a eu une fraude sur 10 enveloppes. Sauf si la différence entre le candidat gagnant et son suivant, elle est de moins de 10 votes. Si vous avez une différence de 1500 voix entre deux candidats, soit vous apportez des témoignages disant qu'il y a 2000 voix qui ont été fraudées, et à ce moment-là, le juge, il y a des chances qu'il annule. Si vous apportez des témoignages disant qu'il y a 200 voix, et alors, moi j'ai vu, ils ont rajouté deux grosses enveloppes de 100 voix dans le dépouillement, là, 200 voix, ça ne change pas l'élection, le juge ne touche rien, même s'il y a eu fraude. Parce que des élections, ça coûte cher, etc. C'est quand même le bon candidat qui a gagné. Les 200 voix litigieuses n'auraient rien changé. Donc en gros, ça serait comme ça. Bon, le juge fait bien ce qu'il veut. Et puis, avec le vote électronique, arrive une troisième discipline qui est l'informatique. Alors, ni les politistes ni le droit ne comprennent rien à l'informatique, et les informaticiens ne connaissent pas grand-chose au droit,
et aux sciences politiques non plus. Alors, un informaticien, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec l'informatique arrive le thème de la sécurité. Quand on parle de vote électronique, on nous parle tout le temps de sécurité. On n'en parle pas avec les autres élections. Vous voyez bien qu'avec les élections papier, il n'y a pas le thème de la sécurité. On sait qu'il peut y avoir des fraudes et on sait comment les traiter. On recueille des preuves, on recueille des témoignages, on passe devant le juge. Donc on sait qu'il peut y avoir des trous de sécurité. Avec l'informatique, on va nier le fait qu'il y a des trous de sécurité. Alors, comment un informaticien voit la question du vote? Il dit voilà, on a un système, on a une fonction F, on a des entrées qui sont des votes, on a des résultats qui sont des résultats électoraux, on va collecter, on va additionner tous les votes, et puis voilà, il faut se débrouiller pour que on respecte bien, qu'on compte bien, qu'on additionne bien ce qu'il faut. Et un informaticien il se dit bon ben voilà, ça marche comme ça, puis ben voilà, c'est facile, quoi, on va compter des votes, il ne voit pas le problème. Alors, pourquoi il y a un problème, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Les usages, histoire de dépiler ça, parce que moi je le sais, mais vous ne savez pas, et je sais que ça va vous interpeller tout le temps. Donc en France, il y a des machines à voter qui sont utilisées pour à peu près un petit peu plus d'1 million d'électeurs. Dans la région, il y en a à Orvaux, il y en a à Pornichet, il y en a à Couéron, il y en a à Blanc, en pleine campagne. Il y a aussi du vote par Internet qui a été autorisé par Sarkozy pour les Français de l'étranger, pour les élections législatives, sachant que pour des problèmes de sécurité, elles n'ont pas été autorisées aux dernières élections. Et en revanche, pour les élections professionnelles, le vote par Internet est autorisé et de plus en plus utilisé dans l'indifférence générale, on peut le dire. Après, on peut regarder un petit peu à l'international. Donc en Inde et au Brésil, il y a des machines à voter depuis très longtemps. Au Venezuela, il y a des machines à voter dites vérifiables. J'en parlerai à la fin. Alors avec émargement biométrique, hein, c'est-à-dire que pour émarger, on met son doigt. Moi, ça me pose question. Je me dis, tiens, donc toute la population, on a recueilli les empreintes digitales de toute la population. En Estonie, il y a du vote par Internet, mais c'est optionnel. On peut choisir de voter papier. En revanche, il y a un lien qui est gardé entre le vote et l'électeur, puisqu'on peut annuler son vote. En Allemagne, ils ont interdit les machines à voter. En Hollande, c'est le pays plus avancé au monde. Ils ont voté pendant 15 ans, quasiment tout le pays avec des machines à voter, et ils ont arrêté du jour au lendemain. En Belgique, ils sont en train de diminuer, puis après, ça commence à gagner aussi en Afrique. Hein, donc, au RDC Congo, les dernières élections se sont faites avec des machines à voter qui ont été utilisées uniquement pour, officiellement, pour imprimer les bulletins de vote, les choix des électeurs sur les bulletins de vote. Bon, je reviens maintenant sur les concepts. Donc, voici quelques principes qui sont associés à des élections, on va dire, démocratiques. C'est probablement pas un mot qui conviendrait à des politistes, mais tant pis. D'abord, l'unicité. L'unicité, c'est une personne, une voix. Alors là, je vais expliquer par rapport au vote papier, qu'on connaît tous bien. Donc ça, c'est réglé par la liste d'émargement. On signe, puis comme ça, on ne peut pas voter deux fois. Il y a d'autres pays où on met de l'encre, etc. La confidentialité. La confidentialité, c'est le fait qu'on vote en secret. Alors, la confidentialité, on voit bien qu'elle ne peut pas être respectée pour le vote à distance. Quand on vote par correspondance à la maison, personne ne peut s'assurer que vous êtes tout seul au moment où vous votez. On ne peut même pas s'assurer que c'est vous, d'ailleurs, qui votez. Donc, quand on est dans un bureau de vote, il y a l'isoloir qui va permettre de choisir votre bulletin tranquillement. Il y a une enveloppe pour qu'on ne voit pas ce que vous avez choisi. Et puis, il y a un environnement contrôlé. Donc, le contrôle, ce sont les membres du bureau de vote. C'est-à-dire que si jamais il y a quelqu'un qui vient vous embêter dans l'isoloir, normalement, il y a quelqu'un du bureau de vote qui va intervenir et qui va dire « non, vous n'avez pas le droit ». Normalement, si deux personnes en âge de savoir lire et écrire vont ensemble dans l'isoloir, les membres du bureau de vote doivent intervenir en disant « non, vous n'avez pas le droit ». Dans les faits, c'est pas toujours fait. Moi, j'ai discuté avec les présidents de bureau de vote, ils me disent quand il y a des gens très 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 âgés qui viennent voter, qui se font aider, c'est délicat. Vous voyez, après il y a des situations humaines qui sont compliquées, mais bon, bref. Après il y a la réalité. L'anonymat, c'est la rupture du lien entre l'électeur et le choix qu'il a exprimé. Donc par exemple, dans un bureau de vote, quand on brasse les enveloppes,
Même si vous avez bien regardé l'enveloppe qu'a mis votre épouse dans l'urne pour savoir ce qu'elle a voté, ça va être dur de garder votre œil dessus jusqu'au dépouillement final. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est pas gagné quand même. La sincérité, ça c'est un terme technique, juridique. La sincérité, ça veut dire que c'est le bon candidat qui est déclaré gagnant. Ça ne veut pas dire que les comptes sont juste pile poil. Ça veut dire que voilà, c'est le bon qui est déclaré gagnant. Donc la sincérité, elle est assurée par le fait que le dépouillement est public et puis que les gens sont vigilants. Qu'on va faire attention à l'urne, qu'on ne va pas laisser l'urne sans surveillance, on ne va pas autoriser que l'urne soit transportée pour être dépouillée ailleurs, par exemple. Ou bien il y a des tas de cas, il y a des gens autour, si vous n'avez jamais dépouillé, je vous encourage à le faire. Et puis la transparence. Alors la transparence, c'est un terme intéressant puisqu'il n'est défini nulle part, il n'apparaît pas dans le code électoral, et en fait c'est ce qui va permettre de faire les constats que les principes qui avant ne sont pas respectés. C'est grâce à la transparence qu'on va pouvoir voir que quelqu'un a glissé des enveloppes dans l'urne au moment du dépouillement. Et c'est la transparence qui va faire que voilà, je l'ai vu, donc on a porté témoignage. Ou Monsieur le Président, il y a une porte qui a claqué, et puis l'urne, c'est bizarre, le tas d'enveloppes dedans était plus pareil avant et après. D'ailleurs, depuis qu'il y a des urnes transparentes, on ne fait plus la fraude qui consistait à échanger des urnes, qui était une fraude bien rodée. Donc c'est grâce à la transparence qu'on va pouvoir constater les atteintes aux principes et en apporter des preuves ou des témoignages. Et c'est ça qui va faire. C'est grâce à la transparence qu'on peut faire un contentieux électoral. Parce qu'un juge, il juge sur des témoignages ou des preuves. Il ne juge pas sur des statistiques ou quoi que ce soit. Il faut lui apporter du grain à moudre. C'est grâce à la transparence que les électeurs vont avoir confiance dans le fait que c'est la bonne personne qui est déclarée gagnante à la fin de la journée. Tout le monde en est convaincu. On ne se bat pas dans les rues. On est sûr, on est déçu parfois, mais on est sûr que c'est lui qui a gagné et que les autres, ils ont voté comme des cons. Voilà. Je suis filmée, je ne peux pas dire ça. Et puis, cette confiance, elle est absolument importante parce que c'est le fondement de la légitimité des élus. Quand il n'y a pas de confiance, quand les élections sont remises en cause, quand on pense qu'il y a eu fraude, non seulement il y a des désordres dans la rue et des gens qui se battent, mais ensuite, quand la personne élue veut gouverner, on lui dit « Mais toi, tu n'as rien à faire là. Tu n'as pas été correctement élu. Je ne te reconnais pas comme le président, ou comme mon directeur, ou comme je ne sais pas qui. » Donc la personne n'est pas reconnue comme représentante de la volonté des électeurs, et donc n'est pas légitime pour gouverner. Et donc elle va sans arrêt, sa légitimité va être sans arrêt remise en cause, elle ne pourra pas travailler. Or, il y a du boulot à faire. La gestion, c'est d'un pays ou d'une organisation, c'est du boulot. Donc ce lien entre transparence, confiance et légitimité des élus, il est absolument fondamental pour les élections. Alors la transparence, j'y reviens encore. Voilà, ça c'est une urne transparente. Parce que la transparence, c'est un continuum, c'est pas noir ou blanc. Donc là, on a une belle urne transparente, depuis 80 seulement, on a des urnes transparentes en France. Voilà une urne en bois. C'est pas mal une urne en bois, mais c'est moins bien qu'une urne transparente. Parce que si je veux être sûr qu'elle est vide, il faut que je l'ouvre. Et en plus, il peut y avoir un double fond. Donc si j'ai une urne transparente, si j'ai une urne en bois, mais qu'on m'interdit de la toucher, je ne suis pas sûr qu'elle est vide. Ça c'est fait, des urnes en bois avec des doubles fonds. C'est pour ça qu'on est passé aux urnes transparentes, d'ailleurs. Alors, déjà, on a perdu, vous voyez, je ne peux pas toucher. Donc, il y a un des sens, je suis privé d'un des sens dont je dispose. Il y a une troisième niveau où on vous dit non, c'est pas vous qui allez voir. Il y a quelqu'un du bureau de vote qui va aller voir pour vous. Donc, vous allez demander à quelqu'un du bureau de vote, le matin avant le début de l'élection, une urne, elle est bien transparente, puis il va ouvrir l'urne, il va dire ouais, c'est bon. Mais vous n'avez pas vu. Vous voyez bien que ça commence à se dégrader. Et puis après, voilà. Après, il y a un ordinateur. Donc là, un ordinateur. Alors, vous voyez que dans le troisième cas, on a un intermédiaire qui est un intermédiaire humain. Et dans le quatrième cas, on a un intermédiaire qui est un intermédiaire logiciel et matériel. Donc, c'est ça la notion de transparence directe ou indirecte. Parce que vous allez voir que le mot de transparence, il est évidemment tordu pour lui faire dire autre chose.
Donc, quand je parle de transparence, c'est évidemment la transparence directe, celle qui s'exerce à l'aide de nos sens, sans aucun intermédiaire matériel, logiciel ou humain. Quand on va dans un bureau de vote, on peut soi-même constater les choses. Chaque électeur peut constater. Voilà, puis à l'intérieur, c'est comme ça. À l'intérieur, c'est comme ça, donc c'est des circuits électroniques avec des électrons qui se déplacent, et les électrons, c'est tout petit et c'est très fragile. Alors maintenant, la notion de dématérialisation. On est dans un monde de plus en plus numérique, et donc malheureusement, c'est une notion qui n'est pas comprise. Alors, il y a ce tableau-là, ce tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe. Moi, quand j'étais enfant, je ne comprenais pas, je voyais bien que c'était une pipe, quoi. Je veux dire, pourquoi c'est écrit « ceci n'est pas une pipe » ? En fait, je ne peux pas fumer de tabac avec ce tableau. En revanche, je peux le rouler. Je ne pourrais pas rouler une pipe. Une pipe, si je la roule, elle va être cassée. Et puis les feux, là, vous voyez les images de feux, là ? Même pas peur, hein. Je ne me brûle pas. Je ne me brûle pas. Ce n'est pas un feu, c'est une image d'un feu. D'ailleurs, je ne peux pas cuire d'aliments avec. C'est une représentation d'un feu. Et là, c'est une représentation d'une pipe. Et d'ailleurs, le tableau de Magritte, il s'appelle la trahison des images. Il y a le mot trahison dedans. Une représentation, ça trahit quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça trahit ? Ça trahit qu'on a des propriétés physiques différentes. Avec une pipe, je peux fumer du tabac. Avec une représentation d'une pipe, je ne peux pas fumer de tabac, mais je peux la rouler et puis la photocopier. C'est juste pas la même chose. C'est autre chose. Et donc, avec le vote électronique, on a la même chose. On a une représentation des objets du vote, avec des propriétés différentes qui vont poser des problèmes. Alors, la difficulté qu'on a, c'est que ni les juristes, ni les législateurs n'ont compris ce fondement de ce qu'est la dématérialisation. Donc, la réalité, ce n'est pas la représentation de la réalité. C'est étonnant d'avoir expliqué des choses comme ça, finalement, en 2019, que les images ne sont pas les choses, c'est très étonnant. Alors, voici une typologie assez rapide du vote électronique pour vous montrer qu'en fait, il y a une myriade de dispositifs, puisque ce sont des objets qui sont fabriqués par des industriels, puis chacun fait bien ce qu'il veut. Alors, j'ai quand même mis trois axes. Alors, environnement contrôlé, c'est en bureau de vote. Sinon, il y a le vote à distance. Donc on peut faire du vote à distance par téléphone, par SMS, par Internet. Vote hybride, c'est quand on vote sur une carte qui va être dépouillée automatiquement par un scanner. Vous avez peut-être déjà voté comme ça dans le cadre professionnel ou pour des assurances. Alors après, il y a le cas où les bulletins de vote sont dématérialisés ou matérialisés. Bref, par exemple, stylo numérique, alors ça se fait une fois, mais bon, on peut en parler quand même. Donc, dans la plupart des pays, on vote en cochant des cases sur un bulletin. La France est vraiment une exception, avec le fait qu'on ait plusieurs bulletins. Ça s'appelle des bulletins australiens, je ne sais plus pourquoi. Donc, on coche des cases. Et donc, quand on vote avec un stylo numérique, en fait, dans le stylo, il y a une caméra. Et à la fin, c'est la caméra qui est... Donc, il y a des repères, il y a des feuilles avec des repères. C'est la caméra les images de la caméra qui sont dépouillées et qui vont permettre de savoir quelle case vous avez coché. Donc là, vous voyez que vous avez un bulletin qui est matérialisé, puisque vous avez coché une case. Par exemple, les scanners aussi. Les scanners, c'est que vous avez coché avec un stylo bête, et puis c'est dépouillé par scanner. Automatiquement, il y a beaucoup ça aux États-Unis. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et puis le troisième axe, le cercle, c'est qu'on a des systèmes qui vont gérer ou pas les émargements. Alors, quand on vote, par exemple, dans un bureau de vote à Orvaux, où il y a des machines à voter, la machine à voter, elle ne gère pas l'émargement. On émarge à côté, donc on rentre dans le bureau de vote comme d'habitude. On va voter pas comme d'habitude sur sa machine à voter. Et ensuite, on va signer le cahier comme d'habitude. Donc, c'est géré à part, c'est indépendant. En revanche, quand on vote par Internet ou par téléphone, il faut d'abord se faire reconnaître de l'application. On a reçu au préalable identifiant mot de passe, et puis ensuite on vote. Donc on a l'application qui va gérer en même temps l'émargement, c'est-à-dire une fois que votre vote est enregistré, vous ne pourrez pas voter une deuxième fois, avec le même mot de passe. Et identifiant, maintenant si vous arrivez à prendre celui du voisin, voilà, mais il ne faut pas le faire. Alors, voilà.
Qu'est-ce qui se passe quand on passe du vote au vote électronique? Alors j'ai dit tout à l'heure, je vous ai expliqué, donc la transparence directe fonde la confiance. Bon, bah, la transparence directe, c'est fini. Hein. Il n'y a plus de transparence avec le vote électronique. C'est des électrons, on ne peut pas les voir se déplacer, il n'y a rien à faire. Donc, c'est remplacé par des expertises. Donc on vous dit, il n'y a pas de problème, il y a des experts, ils ont vérifié que tout va bien. Donc les experts, évidemment, ne peuvent pas tout vérifier, je reviendrai un petit peu là-dessus plus loin, et puis bah, c'est pas direct, puisque c'est des experts. Par ailleurs, les expertises sont évidemment secrètes, partielles, etc. Mais en tout cas, il n'y a plus de transparence directe. Deuxième conséquence, le bulletin papier. Donc pour ce qui concerne, je vais parler maintenant plus spécifiquement des machines à voter ou du vote par Internet, c'est ce qu'on a en France. On n'a plus de bulletin papier, on a une représentation numérique. Donc il y a une représentation numérique, c'est quelque chose de très fugace et qui est transformé à plusieurs reprises. C'est ça qui est important. Quand on vote avec un bulletin papier, vous avez choisi votre bulletin papier, si tant est que l'urne a été bien surveillée, etc., que les membres du bureau de vote ont fait leur boulot, le bulletin qui est compté le soir au dépouillement, c'est exactement le même que celui que vous avez mis dans l'enveloppe. Et a priori, les bulletins ils sont payés par les candidats, donc l'encre qui est dessus ne va pas bouger pour écrire le nom d'un autre candidat. Il y a des propriétés physiques des bulletins papier. Ces propriétés ne sont pas reprises, n'existent pas en ce qui concerne les représentations numériques. C'est le fameux truc du passage à la représentation. Donc quand on vote sur une machine à voter ou par Internet, bon ben, on fait un geste. Ce geste est transformé, donc soit on appuie un bouton, soit on clique. Ce geste est transformé en une petite impulsion électrique. Cette impulsion électrique est transformée dans un codage informatique. Ce codage va être lui-même transformé à de multiples reprises. Et à la fin, on nous donne des résultats électoraux. Et ces transformations ne sont pas observables. Elles ne sont pas observables parce que si on les observait de bout en bout, on pourrait imaginer faire ça. Il y a des usines où on fabrique des produits de haute technologie ou des médicaments, par exemple, où tout est tracé du début à la fin, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de bug, on peut tuer des gens, quoi. Ben, sauf que si on traçait du début à la fin, on saurait qui a voté quoi. Donc le problème du vote, il est vraiment spécifique. C'est qu'en plus, le vote doit être anonyme. On doit protéger le secret du vote. Donc on ne peut pas tracer. Donc on a ce problème. Donc quand on a dématérialisation et anonymat, ou dématérialisation et secret du vote, disons, eh bien on a forcément des résultats qui ne peuvent pas être vérifiés. Donc on est obligé d'accepter les résultats énoncés par le dispositif électronique sans être en mesure de les vérifier. Or, en tant qu'informaticien, c'est qu'il y a des bugs. Je ne parle même pas de la fraude. Hein. En plus, il y aura des fraudes. Parce que les élections, ça se fraude, il y a des enjeux. Mais les bugs suffisent. Alors, du coup, on se dit, bon, on ne peut pas vérifier, on va quand même essayer. Est-ce qu'on pourrait voir si les résultats sont à peu près justes ou pas? Alors voilà. On a une fonction, on a des entrées qui sont des votes, on a des résultats. Est-ce que je peux prouver que les résultats sont bien conformes aux entrées qui ont été envoyées? Alors je vais explorer 3 voies. Si vous en voyez d'autres, vous me le direz. Vérification par approximation, c'est qu'on va se dire, on va regarder. Alors, estimation statistique concurrente au vote, ça veut dire en même temps que le vote, c'est des sondages de sortie d'urne. On va demander aux gens, vous avez voté quoi, vous avez voté quoi? On sait que c'est très très fiable. Hein. Sauf que si on dit qu'on va vérifier les résultats électoraux par rapport aux sondages de sortie d'urne, il ne faut plus faire d'élection, il faut faire des sondages. Parce que normalement, on vérifie la justesse des sondages par rapport aux résultats des élections. Donc ça ne va pas. Et puis ça ne marche pas de toute façon. Il y a eu aux États-Unis, au temps de Bush, des bureaux de vote où il y a eu des différences de 5 points entre les sondages de sortie d'urne et les résultats donnés par les machines à voter. Bon, ça, le juge, ça lui fait ni chaud ni froid. Hein. C'est pas une preuve, c'est pas un témoignage, ça ne veut rien dire. Antérieur au vote, ça veut dire, on va dire, les gens, là, ils votaient à gauche, donc ils vont continuer à voter à gauche. Sauf que ça veut dire qu'on ne peut plus changer d'avis politique. L'alternance politique, c'est quand même
ça nourrit la vie démocratique, donc on ne peut pas dire que les gens vont voter pareil, c'est pas possible. Donc les approximations, ça ne marche pas. Ensuite, on peut se dire, c'est la tentation des expertises, de se dire, on va dire que le système, il est immune de faute, c'est-à-dire il n'y a pas de bug, on est sûr qu'il marche bien, et puis en plus, et donc on va le figer, parce qu'une fois qu'on a prouvé qu'il n'y a pas d'erreur, il ne faut plus qu'il bouge. Alors d'abord, on ne sait pas prouver on ne sait pas faire des systèmes sans erreur, on sait faire des preuves de programmes, mais sur des choses assez limitées. Si on veut prouver qu'une machine à voter est juste, alors ça coûte très cher, hein, c'est pas du tout fait, il faudrait prouver aussi que le compilateur est bon, que le système est bon, enfin après ça va loin si on veut tout prouver, et ça serait un coup trop fort, et puis surtout inaltérable. Inaltérable, ça veut dire que si on change de mot de passe, c'est plus tout à fait le même. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à Issy-les-Moulineaux, ils ont le même mot de passe depuis 15 ans, tout le monde le connaît, c'est 2005. Je peux même vous dire, tout le monde le connaît, quoi. Parce qu'ils osent rien changer, mais en tout cas, si on savait faire des systèmes immunes de faute grand public, moi, en tant qu'informaticienne, je vous dis qu'il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de bugs. Or, maintenant, tout le monde a des ordinateurs dans son téléphone, et on voit bien que des fois ça marche, et puis des fois ça marche pas. Vous voyez les tests, par exemple. Des fois, votre téléphone, il marche plus, puis il se remet à marcher, puis on ne sait pas toujours pourquoi, les ordinateurs non plus. Vous voyez le problème technique qu'on a eu tout à l'heure, on ne sait pas toujours, puis surtout, ça se répare, on ne sait pas pourquoi, puis ça arrive tellement souvent qu'on ne cherche pas. Donc, c'est pas des systèmes très très stables. Bon, et puis les informaticiens qui travaillent sur des systèmes critiques, c'est-à-dire les fusées, les avions, etc., connaissent les limites, c'est-à-dire qu'il y a 8 couples, 10 couples de processeurs qui sont mis en route, qui votent, etc., c'est extrêmement compliqué, et il y a quand même toujours des problèmes. Donc voilà, les traitements, on ne peut pas en exclure. Et puis, encore un truc quand même, les électrons, c'est des choses fragiles. Il y a un cas très célèbre à Skerbreek en Belgique, où il y a eu une machine à voter, où il y a eu, alors ça arrive plusieurs fois, hein, des candidats qui ont plus de voix que le nombre d'électeurs. Et puis là, il y avait juste une erreur de 1024, il y a eu enquête, et en fait, il a été trouvé que c'était un rayonnement solaire qui avait fait changer un bit d'une position, qui avait basculé un bit du 0 vers le 1, ce qui fait du 1024. Alors ça, ces problèmes-là, ils ne sont pas connus depuis très longtemps. C'est un chercheur américain qui était fondu d'escalade, qui faisait ses manips avec son ordinateur en allant faire de la montagne dans les Rocheuses, qui s'est rendu compte que ces programmes avaient plus d'erreurs quand il était en montagne qu'au niveau de la mer. Donc il n'y a pas très longtemps qu'on connaît ça, depuis les années 70. Bon, en tout cas, voilà. La garantie apportée par les traitements ne suffit pas. C'est-à-dire que même un truc hyper testé, même un truc qu'on croit qu'il va marcher, peut-être il va baiser. Et puis maintenant la preuve de résultat, ce serait de dire on prend les entrées et puis on les compile et puis on regarde si on en a sorti. Sauf que, à cause de l'anonymat, c'est ce qui est fait dans les usines de médicaments, sauf que comme le vote est secret, on ne peut pas faire ça. On n'a pas les entrées. Si on avait les entrées, ce serait facile. Donc, à cause de la dématérialisation et du secret du vote, on ne peut pas savoir si les résultats sont justes, un peu justes, pas trop justes, pas du tout justes, on ne sait pas. Il faut faire confiance. Et j'ajoute que le recours à un tiers de confiance ou à des processus dits de confiance ne fait qu'ajouter un niveau de complexité, parce que vous pensez bien que cette situation, mais ça a ouvert un marché formidable. Il y a tout un tas d'experts qui ont dit « Oh, mais moi c'est bon, je vais expertiser votre truc et je vais vous dire que ça marche. » Et de toute façon, vous ne pourrez jamais le prendre en défaut. Parce que comme on ne peut pas prouver si les résultats sont justes, on ne peut pas prouver qu'ils sont faux non plus. Donc, mais en tout cas, tout ça fait de l'argent. C'est un marché. Alors, maintenant, mettons les pieds dans la réalité, la vraie réalité, parce que tout ça, c'est de la pensée. Alors, voici ce qu'est la réalité. Donc, NEDAP France Élections, c'est l'entreprise qui vend des machines hollandaises, qui équipe 90% des communes qui ont choisi le vote électronique en France. Donc pour 1 million de personnes, un petit peu plus. Donc voici leur réponse. C'est leur liste de FAQ sur leur site web. Peut-on vérifier les résultats fournis par la machine à voter?
Les résultats fournis par la machine à voter sont sûrs à 100%, ils n'ont pas besoin d'être vérifiés. D'accord ? C'est fini. Le débat est fini. Et vous voyez que cette confiance forcée, moi j'assimile ça souvent, il y a souvent ça avec le numérique, hein, c'est une infantilisation. C'est-à-dire on nous traite comme des enfants, hein, il faut faire confiance sans aucune preuve. C'est une confiance aveugle, c'est-à-dire c'est du registre de la foi. Alors que la confiance qu'on a lorsqu'on a du vote papier, c'est une confiance éclairée. Certes, on ne peut pas surveiller soi-même tous les bureaux de vote, mais on sait qu'il y a d'autres gens qui le font. Et a priori, il n'y a pas de raison, enfin s'il y avait une collusion entre des centaines de personnes, ça finirait par se savoir. Là, il n'y a même pas besoin de collusion, un bug suffit à changer le résultat. Alors, quand même, moi je me dis, bon, allez, prenons-les au sérieux. Ils nous disent qu'elles sont sûres à 100%, donc il n'y a pas besoin d'être vérifiées. Ok, prenons-les au mot. Est-ce qu'une sécurité totale pourrait compenser la disparition de la transparence? Après tout, je voulais une voiture rouge, on vend une voiture 4 places, est-ce que ça fait la fête? Alors, il n'y a qu'à regarder ça. Alors, la sécurité, il y a deux composantes dans la sécurité. Il y a la fiabilité. La fiabilité, c'est le fait qu'un système ne va pas tomber en panne. C'est le fait que la voiture démarre le matin. C'est ça la fiabilité. Donc, les problèmes de fiabilité, c'est ça ne démarre pas, il y a des pannes, il n'y a rien pour les non-voyants, il y a des différences entre les votes et les émargements, ça n'a pas bien marché, quoi. Ou bien il y a des candidats qui, il manque des candidats, ça c'est déjà arrivé aussi. Ou bien on ne peut pas voter, le bouton n'est pas là, enfin bref, tout peut se passer. Tout ça c'est du domaine de la fiabilité, ça ne marche pas bien. Ensuite il y a la sûreté. Alors la sûreté, c'est le fait qu'il va y avoir une attaque. Donc la sûreté, c'est l'ensemble de tous les moyens qui sont mis en place pour éviter qu'il y ait une attaque. Alors il peut y avoir de la fraude interne et de la fraude externe. Généralement, la fraude, elle est interne. C'est les candidats qui fraudent, c'est les membres des bureaux de vote, c'est pas les électeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que le vote électronique, c'est souvent présenté par les commerciaux comme un dispositif pouvant protéger contre la menace que représenteraient les électeurs. Donc ça, c'est intéressant aussi. Les électeurs perçus comme une menace. Alors qu'en fait, ce n'est pas les électeurs qui fraudent, c'est quelqu'un qui est dans l'équipe d'un candidat. Et la meilleure place, c'est évidemment d'être membre du bureau de vote pour frauder. Quoi qu'en France, hein, depuis qu'il y a les urnes transparentes, quand on regarde les avis du Conseil constitutionnel, il n'y a quasiment plus de fraude. Vous avez entendu parler de la fraude à la chaussette à Perpignan il y a déjà pas mal d'années. On en a beaucoup parlé, alors que, vous voyez, c'était tout petit, quoi. Il n'y a plus rien à dire. Alors voyons. Bon voilà, hein, moi je fais de la science, hein, donc il y a 4 cas possibles. Soit on a la sécurité, oui, non, alors j'ai pas fait le continuum. Soit on a la transparence, oui, non. Alors, si on a la sécurité et la transparence, c'est le cas numéro 1, bon c'est nickel. On est tous contents, il n'y a pas de problème, tout roule. Maintenant, si on a la transparence et qu'on n'a pas la sécurité, c'est le vote papier habituel, on ne parle jamais de sécurité d'ailleurs. Voilà, des fois il se passe des trucs, et puis on les voit, et puis on va voir le juge, et puis le juge il annule ou il annule pas, bon bref, ça se règle. Recueil des témoignages, en tout cas on a une chance de voir, et surtout on peut mesurer l'efficacité de la transparence. Vous voyez, s'il y a quelqu'un qui fraude une ou deux enveloppes, bon voilà, c'est une ou deux enveloppes. S'il en fraude 2000, c'est pas pareil. C'est-à-dire, est-ce que la fraude elle va pouvoir affecter un nombre de votes important sans se faire attraper, sans se faire voir? Avec du papier, plus la quantité de suffrages est importante, plus ça va être difficile de passer inaperçu, y compris dans le vote par correspondance, qui est pourtant très fraudable. Maintenant, si j'ai la sécurité et pas la transparence, il faut que je fasse confiance. C'est-à-dire, on me dit qu'il y a la sécurité, mais je ne peux pas savoir si les résultats sont justes ou pas justes. Donc finalement, et la sécurité, on ne peut pas en faire la preuve, on ne peut pas me l'assurer, quels que soient les experts. Il me semble que depuis les histoires des voitures, vous savez, les tests de voitures qui ont été fraudés en Allemagne, on a été un petit peu échaudés sur cette histoire d'expertise. Donc le problème, c'est que
s'il y a la sécurité, même une sécurité totale, mais pas la transparence, eh bien ça ne va pas aboutir au résultat qui nous intéresse, c'est-à-dire d'avoir des élections dans lesquelles les gens ont confiance et qui fait qu'il n'y aura pas de rumeurs et qu'il n'y aura pas des gens qui se battent dans la rue. Parce que le problème quand il n'y a pas de transparence, c'est qu'il va y avoir des rumeurs. Et on en voit régulièrement aux États-Unis. J'ai voté pour machin et puis j'ai vu la flèche qui a bougé et puis ça a voté pour truc. Et ça, on voit ces rumeurs naître. Donc en fait, on s'aperçoit que donc le but des élections, c'est un but de maintien de la paix. Il ne faut pas qu'il y ait des désordre, il ne faut pas que les gens se battent dans la rue, il ne faut pas qu'il y ait de morts en histoire d'élection. C'est important. Donc la promesse de sécurité ne permet pas d'atteindre ce but. Et puis évidemment, si on n'a ni sécurité ni transparence, ben c'est le pire du pire. Mais donc on voit que c'est pas interchangeable, c'est pas les mêmes dimensions, c'est pas les mêmes qualités. Donc la disparition de la transparence ne peut pas être compensée par la promesse de sécurité. Et moi, en tant qu'informaticienne, à chaque fois que j'ai affaire à des journalistes, on me pose des questions sur la sécurité. Et ça, c'est intéressant. Ça a été très très bien joué par les industriels, parce que la sécurité, c'est un truc sans fin. Moi, je vais leur dire, oui, ça, c'est pas sécurisé. Ils vont dire, ouais, mais on a rajouté un bitonio, là, c'est bon. Oui, mais après, il y a ça. Oui, mais... Vous voyez, c'est un truc où on va toujours pouvoir dire, on fait mieux, regardez, on n'arrête pas de faire mieux. C'était déjà sécurisé à 100%, et pourtant, on fait tout le temps mieux. Et donc, ça a été très malin d'amener ce thème. Et la transparence, mais ça a totalement disparu, parce que c'est indéfendable. Une fois qu'on... on n'arrive pas à tenir de conversation là-dessus avec les journalistes qui ramènent tout le temps sur la sécurité. Donc voilà, il y a 2 cas qui ne marchent pas, et il y en a 2 qui marchent pas mal quand même. Donc la promesse de sécurité, bon, vous avez compris. Alors je reviens sur mon truc de tout à l'heure. Maintenant on va rajouter l'unicité. L'unicité, alors pas au sens où elle est vérifiée, au sens où c'est le système de vote qui le vérifie. Alors ça pose un problème. Ça pose un problème qui nous vient des sciences politiques, la liberté de vote. La liberté de vote, c'est essentiel. C'est le fait de pouvoir voter pour un parti nationaliste alors qu'on vient d'une famille qui est de tradition communiste. C'est le fait de pouvoir voter vert alors que son mari fabrique des produits polluants. C'est le fait de pouvoir voter différemment de son patron, de son syndicat, de ses enfants, de son mari. C'est le fait de voter en son âme et conscience. Et pour ça, il faut être absolument certain, jusqu'au bout des ongles, que le vote ne sera jamais dévoilé. La plupart des gens, il y a beaucoup de gens, s'ils savent que leur vote risque d'être dévoilé, ils ne vont pas voter communiste s'ils sont dans une famille de droite. Ils ne vont pas risquer de se faire déshériter, quoi. Non mais je dis ça, ou bien perdre, ou au contraire, ou voter à droite alors qu'on est dans une famille de gauche et qu'on risque de perdre l'amour de sa maman. C'est pareil, l'amour de sa famille. Donc, qui va prendre un risque pareil pour un vote, pour une voix? Donc si on veut que les gens votent en toute liberté, c'est ça la liberté de vote, en toute liberté, il faut absolument préserver le fait que les gens sont absolument convaincus que leur vote va rester secret. Alors maintenant, quand on confie un ordinateur en même temps Internet, d'abord on s'identifie, donne son nom, met son login, mot de passe, puis après on donne son vote, puis on vous dit tout ça va bien rester séparé. Bah, ok, on peut le croire, mais on peut aussi douter. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne vont pas faire des manifs dans la rue, hein. Juste ils vont changer leur vote. Ils vont voter un petit peu différemment. Ils ne vont plus voter en toute liberté. C'est ça qui se passe. Et ça, c'est très... on ne le voit pas, hein. On ne peut pas le voir. C'est en son âme et conscience. Qui va crier « j'ai pas vu que tu votais communiste » quand il est dans une famille de droite, c'est pas facile. Donc, alors maintenant les textes légaux. Alors les textes légaux, il manque un texte. Horreur. Les textes légaux, alors ça c'est dur parce que la loi elle est faite par les législateurs ne comprennent rien au numérique, quoi. Mais rien de rien. Donc ils ont calqué, ils ont pris les représentations et ils leur ont calqué les propriétés des objets physiques. Ils n'ont pas compris que c'est autre chose. Alors on va observer quelques textes quand même.
Voilà, ça c'est quand on a du vote papier. L'article 63 du Code électoral. L'urne électorale est transparente. Il y a même une description. Elle n'a qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Bon. Maintenant, pour le vote électronique. Le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement. Bon, déjà, là, on est en plein délire. Si les informaticiens savaient faire ça, ils le feraient. Je veux dire, pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi on laisserait des bugs partout? Donc déjà, le bureau de vote, alors sachant qu'il n'a aucune méthode, il se démerde. Donc on ne lui dit pas comment faire. Et il doit s'assurer que tous les compteurs sont à la graduation 0. Alors ça, c'est encore plus drôle, parce que figurez-vous que cette loi date de 1969. À l'époque, il y a des machines à voter mécaniques qui sont imposées dans la couronne parisienne, la couronne rouge parisienne. On soupçonne les communistes de tricher les élections en masse, ce qui est vrai ou ce qui est faux, peu importe, et puis en Corse. Et donc, les machines à voter sont imposées par les ministères de l'Intérieur à l'époque. C'est des machines à voter mécaniques, avec des boutons, etc. Donc c'est pour ça que c'est écrit, donc il y a des compteurs. Il y a des compteurs un petit peu comme les compteurs de voitures, les anciennes voitures. Donc c'est pour ça que le bureau de vote s'assure que les compteurs sont à la graduation 0. Parce que maintenant, il n'y a plus de compteurs sur les machines à voter. D'ailleurs, c'est des ordinateurs de vote, c'est plus des machines à voter. Mais la loi reste la même. Donc on s'aperçoit qu'on a des textes de loi inapplicables. Il y a eu des actions en justice. Le juge, qui ne comprend rien non plus, le juge, les juges, c'est pareil. C'est bon. Prouvez-moi que c'est fraudé. On ne peut pas rien prouver, on ne peut rien faire. Donc c'est bon. Une autre. Donc il y a un règlement technique fixant les conditions. Alors ça, c'est un truc qui a été fait par le ministère de l'Intérieur. Moi, c'est le document que j'ai lu en premier. J'ai entendu parler des votes, des machines à voter, puis je suis tombée sur ce document, et c'est après la lecture de ce document, je me suis dit, je peux pas faire comme si j'avais rien lu. Donc par exemple, dans les principes à respecter, il y a transparence. 2 points. Le processus doit pouvoir être examiné et vérifié. Donc j'ai écrit plusieurs courriers au ministère de l'Intérieur, au Premier ministre qui était Fillon à l'époque, pour lui demander, mais enfin, mais c'est quoi la procédure pour pouvoir vérifier, examiner, vérifier, etc. Comment on vérifie que les résultats sont justes? Alors, on ne m'a jamais répondu, donc la seule procédure que j'ai pu imaginer, c'est celle-ci. Pour avoir des résultats, on appuie sur un bouton, et la machine imprime ou affiche, normalement elle doit imprimer, mais quand l'imprimante ne marche pas, elle ne fait qu'afficher, des résultats. Bon. Pour les vérifier, on réappuie sur le bouton, on a un deuxième ticket, et on peut constater que les 2 tickets portent des chiffres identiques. Voilà la procédure de vérification. Évidemment, donc on avance un petit peu dans cette horreur. Vous n'avez pas le droit d'examiner. Même les membres du bureau de vote, ils n'ont pas le droit d'ouvrir la machine. D'ailleurs, c'est scellé. Mais si les scellés sont cassés, c'est pas grave. Alors, seuls les organismes de certification, donc il y a des experts, qui procèdent à des examens. Alors en fait, ils examinent une machine à voter, on ne sait pas laquelle, on ne sait pas où elle est. Et d'ailleurs, un maire, quand il reçoit un lot de machines à voter, il n'a pas de checklist pour vérifier que c'est la bonne machine qu'on lui a envoyée. Une machine intégrée dans une entreprise, par exemple, elle est vérifiée, chaque exemplaire est vérifié. Ce n'est pas le cas des machines à voter. Bref, il y a un organisme qui a fait des examens, donc ça dure 2 jours, et ça se passe uniquement dans l'entreprise qui produit la machine à voter. Alors, le logiciel, il est fait par un sous-traitant. Le logiciel n'est pas vérifié. De toute façon, en 2 jours, on ne pourrait pas le faire. Donc, et les rapports ne sont pas rendus publics. Alors, en France, il y a eu une électrice courageuse de Vaucresson qui a fait à l'époque une action en justice en disant, écoutez, monsieur le juge, je suis embêté, parce que moi, j'ai l'impression que la machine à voter qui est dans mon bureau de vote, c'est pas la bonne, parce qu'il n'y a pas de compteur. Il n'y a pas de compteur que je peux voir qui soit à 0, donc c'est pas la bonne machine. Donc elle a été devant un juge. Le ministère de l'Intérieur, pour se défendre, a dû produire des pages de cette fameuse expertise pour dire si c'est la bonne. Alors qu'est-ce qu'on lit? Une exigence, les résultats et les informations nécessaires, excusez-moi, c'est les documents du ministère de l'Intérieur, la qualité du ministère de l'Intérieur. Les résultats et les informations nécessaires à l'édition du procès-verbal, dont les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, doivent pouvoir être visualisés et imprimés. C'est pas compliqué, tout le monde a compris. C'est très important pour les contentieux électoraux. Vérification par l'expert. Toutes les données et les résultats sont présentes à l'affichage, excepté les heures d'ouverture et de fermeture. Justement, le truc est précisé à gauche. Conformité à l'exigence, oui.
Donc ça, c'est un... Alors déjà, les exigences, je veux dire, elles servent à rien dans le sens où il pourrait y avoir des bugs quand même et on ne les verrait pas. Mais même ces trucs qui servent à rien sont mal vérifiés. Alors on s'est quand même fait parler par le SCE en 2007, qui a dit c'est quand même préoccupant que les organismes chargés de vérifier un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire ils font ce qu'ils veulent. Et puis quand on regarde des expertises, j'ai réussi à en avoir entre les mains, c'est des cases à cocher, hein, c'est pas un hacker qui va essayer de voir si ça résiste aux attaques, loin de là. Donc voilà pour la limite des expertises par rapport à la transparence directe. Maintenant, je vous parle un petit peu du vote par Internet, parce que vous pouvez y être confronté, notamment au travail. Au vote par Internet, voici un schéma en gros. Hein. Donc l'électeur vote sur son terminal. Quand on vote en entreprise, il y a généralement un intermédiaire, ça passe par Internet, ça arrive au centre serveur de vote. D'ailleurs, il y a quelque chose dont les gens n'ont souvent pas conscience quand ils votent en entreprise, c'est qu'il y a des techniciens qui peuvent très bien voir ce que vous faites sur votre écran sans que vous en ayez conscience. Ça, c'est quand même pas rien. Encore une fois, comment voter CGT à France? C'est ça le problème. Il y a des VPN quand même. Bah, pas au boulot, non, c'est interdit, on fait pas comme... C'est normal qu'une entreprise, elle surveille ce qui sort comme information. Oui, mais il y a alors maintenant, je vais vous montrer... Sans vote, face des VPN. En tout cas, il n'y a pas. Je vais vous montrer quelque chose de plus dérangeant. Ça, ce sont les échanges entre le terminal de l'électeur et le serveur de vote. On va faire l'hypothèse que sur le chemin, il ne peut rien se passer. C'est chiffré, il y a le protocole SSL, etc. Donc on dit c'est pas attaqué. D'accord? On ne pense pas du tout à l'attaque, mais juste au protocole d'échange. Alors, le gars, il se connecte au serveur de vote, ou la dame d'ailleurs, il s'identifie, donc on lui envoie la page pour s'identifier, il envoie son login mot de passe, on lui envoie la page avec les candidats, et il clique en face du nom du candidat pour lequel il veut voter. Il veut voter pour le candidat X. Je veux voter pour Monsieur X. Et il faut une page de confirmation. C'est la CNIL qui dit ça. Et les différentes lois, les différents décrets. Donc il faut envoyer une page disant « Vous voulez bien voter pour Monsieur X ou bien vous voulez revenir en arrière ?» À ce moment-là, le serveur de vote, il sait qui vous êtes et ce que vous voulez voter. Et ça, c'est pas couvert par la loi. C'est-à-dire, après, la CNIL a dit « Ouh là là, le bulletin de vote, il faut qu'il soit chiffré, il faut qu'il soit ouh là là, il faut séparer avec l'identité, etc. » Mais là, à ce moment-là, le serveur de vote, il sait ce que... Et d'ailleurs, il y a un décret qui dit que les clés d'identification, d'authentification, etc., ne sont connues que des personnes qui manipulent le système de vote. Et ça, c'est très 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 embêtant quand même. Parce que ça veut dire qu'en toute légalité, le serveur de vote, il sait qui vous êtes. Il y a des sessions qui sont ouvertes, etc. Il sait exactement pour quel candidat. Parce que si jamais vous changez de candidat, il va vous représenter une page, il faudra reconfirmer. Et ça, c'est quand même stupéfiant. Ensuite, la suite, vous recevez, l'électeur reçoit la page de confirmation, il confirme, là il y a un bulletin qui est chiffré, qui est envoyé, et on vous dit, regardez, comme c'est anonyme, tout est chiffré, tout est planqué. Sauf que l'étape d'avant a révélé votre vote. C'est quand même embêtant. C'est quand même embêtant. Maintenant, on va regarder un tout petit peu plus, juste cette flèche-là, quand on envoie le bulletin de vote. Alors là, pour le coup, on va parler attaque. C'est un peu petit, peut-être. Je suis navrée. Donc là, il y a le canal par lequel ça traverse Internet. On dit que c'est sécurisé. En fait, il y a des attaques, on le sait, mais on va dire que c'est sécurisé pour aujourd'hui. Donc c'est chiffré par SSL, il n'y a pas de problème. Donc, comment ça se passe? Vous avez confirmé pour votre candidat. Il y a un bulletin qui est formé, qui porte le nom du candidat. Ce bulletin lui-même est chiffré. La CNIL demande à ce qu'il soit chiffré indépendamment sur le poste de l'électeur. Je sais que ce n'est pas toujours fait, mais la CNIL le demande. Ensuite, il est envoyé sur ce canal qui est lui-même chiffré. Ensuite, il arrive sur le serveur de vote. Et là, il y a des techniques de chiffrage qui font qu'on est très capable
d'additionner les votes qui sont dans les bulletins de vote sans avoir à les déchiffrer. Ça, c'est ceux qui font de la crypto qui savent très très bien faire ça. Eh bien, il y a un endroit d'abord qui échappe à l'expertise, c'est le terminal de vote de l'électeur, qui abrite des virus à non plus pouvoir, c'est certain. Eh bien, ça, cet endroit-là, il est impossible à sécuriser. C'est-à-dire, alors il y a une preuve de concept qui a été faite par un type qui s'appelle Laurent Grégoire pendant l'élection législative de 2007. Il a voté au second tour pour un candidat qui s'était fait éliminer dès le premier tour. Donc il a écrit un article qui explique cela, et il a aussi encapsulé son petit bout de code dans un virus qu'il aurait pu disséminer. Évidemment, comment ça s'est passé au ministère des Affaires étrangères qui gère ce vote-là, puisque c'est les Français de l'étranger, ils ont dit « Oh, bon, un vote différent, ça ne donne pas ». N'empêche qu'il a fait la preuve de concept. Donc ça, cette attaque-là, là, on n'a aucun... on ne sait pas faire, quoi. On n'a vraiment aucune piste, en plus. Je ne connais aucune recherche qui s'attaque à ce problème. Donc il y a aussi une possibilité d'attaque. Et là, on voit, vous voyez le coût de la perte de transparence. C'est que vous pouvez avoir des centaines de votes qui sont changés, un peut-être, mais peut-être aussi des centaines. En tout cas, on n'a plus du tout de notion on va mieux voir la fraude si jamais elle touche beaucoup de votes. Alors qu'avec le vote papier, on a quand même ça. Et encore la semaine dernière, j'ai entendu parler d'une fraude avec un vote par correspondance qui est vraiment mal sécurisé. Ils ont bidouillé des enveloppes, ça finit par se voir, il y a quelqu'un qui a parlé, quoi. Voilà. Donc, alors maintenant, regardons par exemple, ce qui s'est passé, c'est un peu vieux, alors toujours les mêmes inanités. Hein. Avant l'ouverture du bureau de vote, donc il constate la présence du scellement du système de vote. On ne peut pas changer on peut pas changer le code, mais on a du mal à savoir si c'est le bon code qui tourne quand même, son bon fonctionnement, donc ça c'est toujours la même vanne, on ne s'en remet pas. Et le fait que l'urne électronique est vide, donc l'urne électronique ça n'a pas de sens, etc. Alors j'ai vu, moi j'avais un ami qui faisait partie du banc du bureau de vote pour les votes des Français de l'étranger en 2007. Alors c'était marrant parce qu'il y avait, je crois que les serveurs étaient dans le sud, à Aix ou je ne sais plus où, et le bureau de vote était à Paris, et donc ils avaient mis une caméra sur les serveurs, et donc le bureau de vote regardait les images retransmises d'un ordinateur. On voit bien que le bureau de vote ne peut rien surveiller. Enfin, ça n'a plus de sens, c'est une pièce de théâtre. Alors, maintenant, j'attire l'attention des gens qui travaillent. Donc, jusqu'à récemment, il fallait, pour qu'il y ait un vote électronique en entreprise, parce que les élections professionnelles, ça compte quand même, si jamais il n'y avait pas d'accord d'entreprise ou de groupe, il y avait annulation de l'élection. Il y a eu plusieurs cas en justice, c'était direct. Le juge, il annulait. Donc, il fallait qu'il y ait eu un accord avant pour dire les syndicats et puis le chef d'entreprise, on fait du vote électronique. Maintenant, l'employeur peut décider unilatéralement depuis les lois travail de 2016. Donc il peut imposer le vote électronique. Alors, une petite synthèse. Donc, on a un dispositif électronique qui est opaque, c'est impossible de vérifier, donc on ne peut plus faire de contentieux électoral. Puisqu'on ne peut pas démontrer au juge, on ne peut apporter aucun témoignage, aucune preuve, rien, eh bien c'est génial, il n'y aura plus de problème avec les élections, il n'y aura plus de contestation, la contestation n'est plus possible. Donc c'est super. Donc on comprend pourquoi le vote électronique se développe, c'est un confort, c'est énorme. Le juge électoral, eh bien, on est passé du juge électoral qui, grâce à la transparence et à la confiance éclairée, on pouvait actionner le juge électoral. Si on voyait des désordres, on pouvait faire appel à lui. Maintenant, tout est dans les mains d'un industriel qui nous vend la sécurité. Donc on n'est plus dans les mains du juge. Et puis, on a une confiance aveugle. Moi, j'appelle ça la foi psy. Alors, il y a des recherches. J'ai encore du temps. Je ne veux pas vous lasser non plus. Comme on a commencé en retard, on a moins de temps que ce qui était prévu. Enfin, suffisamment pour... Vous voulez un petit aperçu des recherches il y a déjà des trucs en place. Donc l'idée, c'est de se dire, oh là là, tous nos ennuis viennent du fait qu'il n'y a plus de bulletins matérialisés. Eh bien, il n'y a qu'à le rematérialiser. C'est ça l'idée. Donc c'est les travaux de Madame Mercury en 2000, une américaine. Alors l'idée, c'est ça.
L'électeur vote. La machine imprime un bulletin avec son choix. Il n'a pas le droit d'y toucher. Il voit ce bulletin. Il le vérifie. Il confirme. Et quand il confirme, le bulletin, il est envoyé vers une urne. Et on vous dit, on pourra recompter. On ne dit pas qu'on le fera, mais on pourra. Alors, quels sont les problèmes? Excusez-moi, donc le premier point, ça s'appelle la vérification individuelle, et le deuxième point, ça s'appelle la vérification universelle. Et on dit, s'il y a les deux qui sont respectés, c'est sûr, c'est nickel. Alors, il n'y a pas besoin d'aller très loin, en fait. Le premier point. D'abord, la vérification individuelle, elle est optionnelle. C'est-à-dire, on peut très bien dire c'est bon sans avoir vérifié. Mais il y a pire, il y a pire. Imaginez, vous votez pour Nicolas, et puis sur le bulletin, c'est écrit Pimprenel. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez annuler votre vote et revoter, mais sinon, à part ça, vous ne pouvez pas dire la machine elle a triché. Vous n'avez pas de preuve que vous aviez voté pour Nicolas. Il n'y a pas moyen. Il n'y a que vous qui le savez, ou alors il faut vous filmer en train de voter. À ce moment-là, ça veut dire que vous produisez une preuve de vote, que vous êtes susceptible d'être soumis à des pressions ou à des achats de vote. On peut récupérer le papier s'il est... Non, on peut pas le toucher, mais même si vous le récupérez. Moi, vous allez voir le président du bureau de vote, vous vous rendez compte, c'est noté Pimprenel, j'avais voté pour Nicolas. Le président vous dit, bah écoutez monsieur, il faut faire attention, vous avez voté pour Pimprenel. Les ordinateurs ne se trompent pas, il ne faut pas voir le matin monsieur. Vous voyez, il n'y a que votre part. Si on a 10 comme ça, ça va se voir quand même au bout d'un moment. Si on a 10 comme ça, sauf que les gens ne vérifient pas beaucoup. Et moi, j'ai regardé le nombre, donc j'ai fait ça sur les législatives, et j'ai regardé que les duels, parce que c'est plus simple, donc que les deuxièmes tours, il y avait 2 candidats, je n'ai pas regardé les machins. Et en fait, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais en fait, il n'y a pas besoin de bouger beaucoup de votes. Déjà, en bougeant 5% des votes, ça fait faire basculer la moitié des élections. Or, entre ceux qui vont voir mais qui ne vont pas oser le dire, ceux qui ne vont pas vérifier, ceux où le président va dire « écoutez, ça fait 2 heures que ça marche, c'est bon », mais en tout cas, vous ne mettrez jamais la machine en faute. Vous ne pourrez jamais dire « cette machine, il faut la mettre au rencard ». On peut le constater individuellement, mais pas le faire valoir collectivement. Et donc c'est royal pour nourrir les rumeurs. C'est royal. Alors on a vu ça, hein. On a vu ça. Donc la procédure, la vérification individuelle, elle n'est pas opérante juridiquement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas démontrer au juge, j'ai voté machin. Tu vas faire jouer devant des gens, passer un temps, et on vérifie au bout d'un moment s'il y a un vote, etc. Une journée d'élection, tu vas faire ça? Non, mais après les dates sont plus les mêmes. On sait bien qu'on sait faire des logiciels qui vont se comporter différemment, suivant si on est sur le banc de test ou si on est sur la date des élections ou pas. On sait bien. Et puis l'humain, il va toujours perdre devant la machine. En Allemagne, ils avaient fait, malheureusement, je vous le dis comme ça, mais j'ai plus la trace, mais on a mis un gars, on lui a mis une liste, on lui a dit voilà, tu rentres tous ces votes, et puis on va voir si le soir c'est bon. Et puis le soir c'était pas bon, bon, on lui a dit tu t'es trompé. On n'a pas dit la machine s'est trompée. T'as dû te planter dans la journée. T'as cru voter machin, puis t'as voté le truc. On a vu aussi des gens sur machine à voter qui croyaient voter pour une personne et qui votaient pour un autre. Ça se voit aussi. On a vu ça, le président de l'université d'Orléans a fait ça. Et vous savez, annoncer à quelqu'un, donc ça c'est des expériences qui ont été faites dans une université, on a observé des électeurs devant des machines à voter, annoncer à quelqu'un qu'il a cru voter pour un candidat, qui s'est trompé, qu'il a voté pour un autre, il y a des effondrements de personnalité. C'est très très dur. Donc déjà, la première option elle est optionnelle, et puis la deuxième, sauf que d'abord on va recompter quand? Tout de suite. Donc on va transporter l'urne. Ça va être scellé. Qui va décider quelle urne on compte? Quand va-t-on décider? Parce que si on sait à l'avance les urnes qui sont comptées, on va savoir à l'avance ceux qui ne le sont pas. Et puis en plus, si on ne compte pas tout, le juge il fait pas de stats. Hein. Si vous comptez 3 urnes et qu'il y a des différences sur 3 urnes, il ne va pas extrapoler au reste des urnes. Donc ça, c'est le système qui est mis en place au Venezuela, par exemple. Et au Venezuela, les urnes sont vérifiées par l'armée. Tout va bien. Non mais après, il faut voir ce qui se passe dans la réalité. Et puis il y a des barrières, par exemple aux États-Unis, pour obtenir le recomptage des urnes. Donc d'abord, il faut payer, réunir une équipe
pour en compter 10%. Si jamais vous trouvez qu'il y a assez de différence, on va peut-être vous autoriser au reste. Ça dure des semaines. Ça dure des semaines. En France, on n'est pas capable de transporter une urne en toute sécurité. Hein. Enfin, c'est-à-dire, on est très fort sur... Est-ce qu'il y a eu de la comptage en France en papier? Non, il n'y a pas de papier imprimé en France. Non, en vrai, avec les... Alors en France, la loi, elle dit Non, mais que... c'est vrai, il y en a... Enfin, je réponds. En France, la loi dit que tu peux recompter tant que tu veux dans le bureau de vote, enfin si le président du bureau de vote te l'autorise, mais à un moment, c'est fini et on détruit les bulletins de vote. On détruit les bulletins de vote aussi pour des questions que il y a des gens un peu parano qui vont dire on va trouver les empreintes, etc. Donc il y a un moment où ça s'arrête, effectivement. Donc on peut recompter, mais c'est transparent. C'est pas du tout la même chose, c'est pas comparable. On n'imagine pas en France que tu vas choisir un bulletin, puis il va se transformer dans un bulletin pour un autre candidat, dans l'urne, c'est pas possible. Donc maintenant, la réalité. Donc je vous ai parlé du Venezuela. Alors là, on en a une qui est beaucoup plus marrante, c'est en Corée. Alors en Corée, voici le bulletin imprimé par la machine à voter, donc à des fins de vérification. Donc ça, vous le reconnaissez peut-être pas, mais c'est du coréen, c'est le nom du candidat qui a été choisi. Et sur ce ticket, en même temps, il y a ce QR code. C'est un code barre, je sais pas, les spécialistes, bon bref. Et donc les Coréens, donc l'électeur vérifie ça, et ensuite, donc dans la procédure de vérification individuelle, et ensuite si on recompte l'urne, on va recompter l'image cryptée, qui n'a pas pu être vérifiée par l'électeur. Donc ça c'est typiquement une implémentation inadaptée. Je ne sais pas s'ils ont fini par le déployer ou pas. Quel intérêt de... Bah on dit que c'est mieux, c'est tout, c'est le marché, on dit que c'est mieux. Ça n'a aucun intérêt, évidemment. À part faire naître des rumeurs, je vois pas l'intérêt. Mais par contre, c'est pas grave, l'industriel qui va vendre son truc, il vend son truc, tu comprends? C'est ça qu'il faut qu'on... Si on ne comprend pas que ça se développe parce qu'il y a un marché, on ne comprend pas la problématique du vote électronique. Mais de là à faire un truc aussi con... Bah oui, bah c'est comme ça. Mais ce qui était assez amusant, c'est que... Figure-toi que je les ai vus, il y avait un salon à Issy-les-Moulineaux sur toutes les technologies numériques, on est en avance et tout. Et donc il y avait un stand avec des Coréens, j'ai vu ça, et je leur ai expliqué en quoi ça tenait pas. Il y avait un traducteur, plus je parlais, plus il rigolait, ça veut dire que plus il était mal. Et je ne sais pas s'ils l'ont déployé ou pas. Je ne sais pas. C'est loin la Corée. Alors, une autre... Alors ça, c'est par exemple les votes Donc là, c'est intéressant. Là, on a un vote où on vote sur du papier, puis ça va être dépouillé par un scanner, d'accord? On pourrait recompter. On pourrait vérifier. On ne le fait pas. Donc je ne vois pas pourquoi on vérifierait un jour des votes qu'on imprimerait. Puisque déjà, on a des protocoles de vote où on pourrait, parce que ça, c'est dépouillé par un ordinateur. Moi, j'ai assisté une fois à un dépouillement au comité national du CNRS, c'est moi qui ai vu le bug. Je leur ai signalé le bug, ils nous ont écarté, pendant 2 heures ils ont réparé, et ensuite ils ont continué les dépouillements. On a des bugs, hein, moi j'y peux rien. Et puis entre nous, comme ça, puisque je suis filmé, là on voit qu'il y a en même temps, sur le même bulletin, un identifiant de l'électeur et le choix de l'électeur. Et ça, normalement, c'est interdit. La nuit. C'est pourtant fait. Donc là, voilà, on pourrait recompter, mais on ne compte pas. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vous dit qu'on pourra compter qu'on le fera. C'est ça l'idée que je veux faire naître. Et vous ne pourrez pas l'exiger. De toute façon, ça ne sert pas tellement à grand-chose de recompter des trucs. On ne sait même pas si c'est des bons bulletins. Alors, une troisième illustration. Donc en Belgique, ils ont mis en place du vote avec le comptage. Toujours le même protocole. Hein. Alors, ça vient d'un texte de la Chambre des représentants de Belgique. Voici ce qu'ils expliquent. Lorsque l'électeur a exprimé son vote, il doit le confirmer. À partir de ce moment, le vote est définitif. Ça me paraît clair. C'est clair comme texte. Ensuite, après confirmation du vote, la machine à voter imprime le vote sous forme textuelle, invite l'électeur à retirer la carte à puce. Dans un isoloir prévu à cet effet, l'électeur peut scanner le QR code de sa preuve papier au moyen d'un scanner portable. Vous voyez que ça ne sert à rien de vérifier. Le vote est définitif. Il est déjà définitif. Voilà, le contenu, et l'électeur peut vérifier son vote. Donc on a une procédure de vérification qui est une pièce de théâtre, puisqu'elle ne peut pas aboutir à détecter que la machine à voter ne fonctionnerait pas bien. C'est de l'enfumage.
Alors maintenant, on va voir comment la transparence, parce que quand même la transparence, il y a des gens qui ont dit quand même c'est pas transparent. Alors il y a tout un tas d'organisations qui se sont attachées à redéfinir la transparence. Par exemple, alors ça c'est alors ça c'est la commission de Venise, j'ai laissé en anglais, hein, je suis désolée, sous le paragraphe transparence, il y a 4 items qui disent pas grand chose. Donc il faut s'assurer que les électeurs ils comprennent le système de vote et qu'ils ont confiance. Donc ça je ne sais pas comment on fait, on doit les torturer j'imagine. Ensuite il faut qu'ils aient une information sur comment ça fonctionne. On voit bien que si on transposait ces textes sur une union transparente, ça ne fonctionne plus du tout, quoi. On sait bien comment ça fonctionne une union transparente. Ça ne fait rien. Ensuite les électeurs, il faut qu'ils aient il faut qu'ils puissent s'entraîner, parce que c'est super simple, mais il faut quand même s'entraîner. Hein. Donc il faut qu'ils puissent s'entraîner à voter. Et puis, il faut que les observeurs puissent observer, sauf que comme c'est des électrons, finalement, ceux qui veulent observer, ils ne peuvent rien observer non plus. Il n'y a pas moyen, ils doivent être présents pour observer, mais ils ne peuvent pas observer. Donc voici les 4 items, et ça se termine là. Donc, voilà, la transparence doit être garantie. Donc on vous affirme que les systèmes de vote électronique sont transparents. Il doit être possible de vérifier que ça fonctionne correctement. C'est absolument du délire. Voilà, la commission de Venise. Alors ensuite, on a toujours la commission de Venise, le concept de... Alors ça, c'est la définition de la transparence. La définition de la transparence, c'est le concept de savoir comment et pourquoi une information est convoyée par différents moyens. Ça ne veut rien dire, c'est de la poésie. Maintenant, on peut voir du côté de l'OSCE. Donc du côté de l'OSCE, donc la transparence pour le e-voting, pour le vote électronique, c'est l'accès à la documentation, l'accès au code source, vous ne pourrez jamais savoir si c'est le bon code source, l'observation du process et des activités des membres du staff qui va gérer tout cela, des vendeurs, donc vous pouvez les regarder les gens. Vous pouvez peut-être avoir les contrats, vous pouvez savoir qu'il y a un expert qui est expertisé. Maintenant, voici la transparence dans le même document pour le papier. Là, avec du papier, on peut considérer que c'est transparent si les observateurs sont présents durant le comptage. Ah oui, on peut considérer que c'est pas transparent, pardon, si les observateurs sont présents pendant le comptage mais tenus à distance. Rien que ça, on considère que c'est plus transparent. Et s'ils ne peuvent pas voir ce qui est écrit sur les bulletins et vérifier que les votes sont comptés comme il faut. Vous voyez la différence des deux textes. Mais pourtant, les institutions essayent de sauver la peau du vote électronique. Alors là, je termine. Il m'est arrivé un truc amusant, enfin amusant, bizarre, c'est que depuis les élections, depuis qu'il y a du vote électronique à grande échelle en France, depuis 2007, j'ai été prise d'une passion étrange pour aller collecter les résultats électoraux détaillés, parce que, en regardant 2-3 procès-verbaux, je me suis dit, c'est bizarre, il y a des différences entre le nombre de votes et le nombre d'électeurs. Il y a des différences. Quand il y a des machines à voter, il y a des différences, c'est bizarre quand même. Alors je me suis dit, je vais regarder ça de plus près. Donc j'ai commencé, pour tous les tours d'élection depuis 2007, je collecte des milliers de résultats dans des milliers de bureaux de vote en France, des bureaux de vote papier, des bureaux de vote électroniques. Et je compare. Il y a aussi des différences dans des bureaux de vote papier. Quelqu'un qui a oublié de signer, quelqu'un qui a réussi à tricher. Bon bref, il y a aussi des petites différences. Mais alors il y a un truc bizarre, c'est que, alors ça c'est un taux, hein, donc on est de l'ordre de 1 pour 1000, ça ne fait pas basculer les élections. Oh, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a des fraudes à grande échelle en France. Mais on nous vend toujours le fait qu'un ordinateur c'est plus précis, c'est mieux que les humains. Ah, ces humains sont malades, ils chicanent, bah quand même, quand on vote, quand on dépouille avec des humains, c'est plus précis. C'est-à-dire que les taux, les différences entre vote et émargement sont faibles. Et quand il y a des machines à voter, en moyenne, il y a 3 fois, 4 fois, 5 fois, plus de différence entre les émargements et les votes que quand il y a des gens qui dépouillent. Et ça, on peut aussi extrapoler plus loin que le vote électronique, sortir du vote électronique. Et finalement, on nous dit souvent, avec les ordinateurs, vous allez voir, ça va être mieux, ça va être plus rapide, ça va être... Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'on regarde si c'est vrai? Où est-ce qu'on y croit? Parce que moi, j'ai été figé.
Franchement, alors maintenant on ne peut pas savoir. Alors j'ai fait des rapports là-dessus, vous pouvez aller voir si vous avez envie. Donc voilà, c'est un cas d'école. On a un problème simple qui est mal compris par les législateurs et par les juges. On a le droit qui ne fonctionne plus du tout. Et quand même, on continue. Donc il faudrait absolument former les parlementaires, former les juges au numérique, parce que ça c'est le vote. Hein. Mais maintenant, on voit bien que le numérique, il est partout dans la vie. Et donc, qu'il peut y avoir... J'ai lu hier un article sur l'illettrisme, les gens qui ont du mal avec les ordinateurs, et ils avaient cette comparaison qui était frappante. Ils disaient, quand on met un ascenseur dans un immeuble, on ne supprime pas l'escalier. Or là, on a une imposition du numérique, alors qu'il y a des défauts aussi dans le numérique. Je ne dis pas non plus qu'il faut tout faire sans numérique, hein, je ne suis pas... Mais il faut avoir un regard éclairé. Voilà, des références, j'en ai des tonnes, j'arrête pas d'écrire des articles. Merci de votre attention et de votre patience. Ça va être